Une condition absolue du développement de la scolarisation en France, qui était l'imposition de l'obligation scolaire, n'est pas imposée en Algérie. Et elle ne sera imposée, sans être appliquée vraiment, qu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc, sous la Troisième République, on a à la fois des intentions de faire bien, des espoirs, mais c'est loin de correspondre au travail que la Troisième République a fait sur l'école en France. C'est très, très loin. Il faut se rappeler qu'à cette période, donc aussitôt après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une création très importante de classes, mais il y avait plus d'élèves algériens musulmans que d'Algériens français dans les écoles. Ceci dit, étant donné le rapport de population, tous les petits-enfants européens étaient scolarisés et il n'y avait qu'un enfant sur 5 parmi les Algériens qui pouvait l'être. Donc il y avait une très grande demande pour l'école qui était perçue comme le moyen d'avoir du travail et un moyen d'ouverture et de promotion. Moi-même, quand j'allais en classe, j'avais une camarade qui était algérienne, mais il y en avait très très peu. Et parce que l'école n'était pas obligatoire, vous voyez. Alors, bon, puis qu'on ne faisait rien. Ceux qui voulaient venir à l'école venaient, les petits maghrébins, les petits algériens. Ceux qui ne venaient pas, on n'allait pas les chercher. Ben, la situation, c'était dans les villes, les enfants étaient plus scolarisés. Et on pouvait considérer que dans les campagnes, 90% des enfants n'étaient pas scolarisés. Et à l'âge de 6 ans, 7 ans, je suis rentré très tard à l'école française, 7 ans peut-être, ou 7 ans et demi, je ne me souviens pas. Mon père a accepté de m'inscrire à l'école française. Donc je suis de cette espèce très rare où j'ai grandi, j'ai été formé jusqu'au baccalauréat dans un système colonial et avec évidemment l'opportunité qu'a eu une petite minorité, toute petite minorité, qui n'a jamais dépassé 10%, d'aller à l'école française. Je faisais partie de cette minorité, pourquoi? Parce que mon père était un notable. Un notable pauvre, mais un notable. Et donc il y avait le fils du boucher, le fils de l'agriculteur kabyle, qui avait des terres, et le fils de l'imam, du moins dans les années 40. Donc nous, il s'est trouvé que dans le quartier où j'habitais, donc ils venaient de construire une école, toute neuve, toute jolie, il y avait 6 classes. Et donc, je me rappelle très bien, c'était ma mère qui a été m'inscrire, donc j'avais 7 ans. Ma mère, elle l'a fait, je me demande si c'est pas en cachette de mon père qu'elle a été m'inscrire. Et parce que c'était pas une obligation, et moi je sais qu'à Saïda, faisait partie un peu des nantis, quoi. Dans la famille, tous, ils ont été à l'école, tout simplement, parce que mon père était instituteur, donc tous ont été à l'école. Il avait 7 garçons et 3 filles, y compris les 3 filles. Elles ont toutes atteint le niveau du certificat d'études. Comme j'étais le bon élève, le meilleur élève de la classe, j'ai été voir mon instituteur, qui s'appelait Meunier. Je lui ai dit, voilà, je voudrais passer l'examen de 6e. Et il m'a dit, non, vous ne passerez pas l'examen de 6e. Vous allez attendre, passer le certificat d'études, pour aller ensuite dans une école d'agriculture. Donc, il n'a pas voulu me présenter à l'examen de 6e. Alors, moi, je n'ai pas refusé d'aller passer le certificat. J'ai perdu une année. Et l'année d'après, mon frère aîné, dont je parlais tout à l'heure, venait d'obtenir son bac. Il est devenu instituteur. Donc, c'est avec lui que j'ai pu passer l'examen de 6e et intégrer le lycée à Ben Aknoun. Oui, au lycée Ben Aknoun, on était dans un lycée, bien sûr, où la dominante était des Européens d'Algérie, avec même une dominante, je dirais, des enfants de la classe supérieure des pieds noirs et des colons. Et on était quand même un nombre relativement important d'origine algérienne. C'est quand on était au lycée qu'on a appris qu'on avait le droit de passer le baccalauréat comme les Français, c'est-à-dire mathématiques ou sciences ou littérature, etc. Mais avant, non, on devait se diriger tous vers ce qu'on appelle le métier de huissier ou de juge des affaires indigènes. Du coup, on est dans une période, tout au long de cette histoire, dans une période, disons, d'autofreinage de l'école, si bien que 10% d'une classe d'âge arrive à l'école en 54, c'est-à-dire 90% sont en dehors de l'école. D'où toutes ces politiques qui vont arriver
disons, l'initiative du général de Gaulle après la guerre de relancer la scolarisation, et après 58, c'est-à-dire 4 ans avant l'indépendance, et toute cette politique des centres sociaux, de rattrapage, etc. Alors, c'était l'époque de ce qu'on appelait le plan de Constantine. Et le plan de Constantine, voulu par le général de Gaulle, comportait un plan de scolarisation très important, très tardif, mais très important. Je crois que l'année où je suis arrivé, on a créé 6000 postes d'instructeurs. Les instructeurs, c'était des enseignants qui n'avaient pas le baccalauréat, mais compte tenu des besoins très importants qu'il y avait en Algérie, on avait créé ce corps particulier. On a donc ouvert des classes, mis des instituteurs, et tous les enfants étaient scolarisés. Ça a été une merveille. Ça a été vraiment formidable parce qu'enfin, ils ont été scolarisés. Alors, il y avait des instituteurs, comme des militaires, qui étaient dans les zones les plus retirées, dans les montagnes, etc. Les écoles de la région, je pense à des petits villages perdus comme Hassifdoul, Aïn Serra, l'ancien Paul Cazel, Ksar Chelala, étaient débordés en 60 par les demandes des parents. Et dans le village où j'étais, donc l'école tenue par mon ami Merad Aïssa accueillait à peu près 50 enfants, et grâce à mon arrivée, on a pu en accueillir le double. Donc il y avait un afflux très, très, très important. Il est certain que le souhait de scolarisation en langue française, j'entends, parce que les enfants, les garçons au moins, suivaient l'école traditionnelle dans leur enfance, était extrêmement fort. Et j'ai été affectée dans une école de garçons, qui portait la dénomination de l'époque école indigène, qui était une école où il n'y avait que des petits Algériens de classe populaire. Voilà. J'avais 50 élèves dans mon cours préparatoire. Donc c'était des conditions très difficiles, et c'était des enfants qui arrivaient à l'école. Je ne peux pas dire qu'ils ne connaissaient, ils baragouinaient le français. Et donc il y avait un système qui était bon à mon sens, qui faisait précéder le cours préparatoire de ce qu'on appelait un cours préparatoire d'initiation, où il y avait un enseignement intensif de la langue. Et au moment de l'indépendance, il y a eu un recrutement massif de jeunes enseignants avec le BEPC, ce qu'on appelait à l'époque des instructeurs. Et aussi un recrutement massif de ce que l'on a appelé des moniteurs, et qui étaient des titulaires du certificat d'études, pas plus. J'ai fait du porte-à-porte pour aller retrouver mes anciennes camarades d'école, de collège, qui avaient abandonné les études et qui étaient à la maison. Et j'en ai recruté comme ça assez pour avoir tout mon établissement pourvu en enseignants. On peut dire que vraiment l'école était au centre de la société, au centre des préoccupations, au centre des investissements. Le gouvernement algérien de l'époque fait des efforts énormes pour construire partout des écoles primaires. La presse en parle tous les jours. Et surtout dans les campagnes, évidemment, où il y avait besoin d'une alphabétisation. Donc on est en pleine période de croissance exponentielle des effectifs d'élèves et de formation des enseignants. Donc c'est une question absolument centrale, avec des gros budgets. Mais dans mon cas particulier, on était dans une continuité, puisqu'au niveau des lycées, les structures étaient déjà en place. Et autant que je me souvienne, dans la ville de Mostaganem à l'époque, il n'y avait donc que 2 lycées d'enseignement général, qui étaient les 2 lycées de l'époque coloniale. Dans le cas de Mostaganem, il y avait une école française, qui était essentiellement une école maternelle et primaire, destinée à accueillir, à scolariser les enfants de coopérants. Alors dans ces écoles françaises, il y avait aussi des enfants algériens, notamment de la bourgeoisie de Mostaganem.
plus quelques enfants de coopérants étrangers non français. Il y avait, par exemple, à Mostaganem à cette époque, pas mal de médecins cubains dont les enfants pouvaient être scolarisés en français dans cette école. Ou des coopérants russes, ou des coopérants venus du Moyen-Orient. Il y avait un nombre non négligeable de Syriens ou de Libanais francophones. Il y a eu une bataille rangée pour savoir s'il fallait scolariser tout le monde, mais en diminuant les horaires, en diminuant les ambitions, les programmes, etc., ou s'il fallait scolariser à proportion du nombre d'enseignants dont nous bénéficions et d'augmenter les effectifs au fur et à mesure. Et les jeunes parmi lesquels j'étais, nous étions à la fois intransigeants, radicaux, idéalistes, et on avait des formules toutes faites du style le pain et l'enseignement, le pain pour tous, l'enseignement pour tous, l'égalité de tout le monde, pour l'égalité des chances, etc. Et c'est nous qui avons eu gain de cause, et avec le recul du temps, je regrette que ce ne soit pas les anciens qui aient gagné la bataille. Mais bon, on ne refait pas l'histoire, c'est comme ça que ça s'est engagé. Il aurait mieux valu se donner le temps de former solidement des enseignants, plutôt que de leur faire faire un enseignement au rabais finalement, et de façon à avoir une meilleure prise sur les classes d'élèves et d'étudiants qui allaient venir. Et je dis d'ailleurs, je reconnais que les vieux instituteurs contre lesquels je m'étais élevée avaient une solution qui me paraît aujourd'hui très raisonnable. Ils disaient on garde une qualité de l'enseignement avec les moyens dont nous disposons, mais on fait de l'alphabétisation massive. Et c'est dans une seconde génération qu'on pourra augmenter le staff, en quelque sorte, des élèves. Et je trouve maintenant, avec le recul du temps, que leur conception était beaucoup plus raisonnable et mieux adaptée à l'évolution finalement des mentalités et à la pratique sociale en définitive.